Le retour possède un pouvoir particulier, non pas le pouvoir du triomphe, même si parfois il en fait partie. Le pouvoir plus profond. Le pouvoir de celui ou celle à qui l'on a fait comprendre, directement ou indirectement, par l'organisation même du monde dans lequel il ou elle a grandi, qu'il ou elle n'était pas à la hauteur, que le village l'avait jugé, que ce jugement avait rendu un verdict et qui s'en alla ensuite. Et j'ai construit quelque chose, et il est revenu. Ne pas se faire connaître, ne pas révéler ce qu'ils étaient devenus. Simplement rester là où le monde les avait jugés et être ce qu'ils avaient bâti. Et observer comment les gens qui ont fait ce calcul ont réagi de regard lorsque la preuve de leur erreur était sous leurs yeux. Oumou avait quitté son village il y a 20 ans. Elle était partie à 17 ans avec un diplôme d'études secondaires que personne dans sa famille n'avait obtenu avant elle. Un petit sac et la détermination sans faille d'une jeune fille à qui tout autour d'elle avait répété que le plafond de verre était bas et qui avait décidé de ne pas y croire. Elle était allée à Conakry. Elle avait construit. 20 ans plus tard, elle était revenue. Et pas une seule personne dans ce village n'osait la regarder dans les yeux. Non pas parce qu'ils avaient peur d'elle, parce qu'ils avaient honte. Et la honte, lorsqu'elle atteint le corps, se manifeste d'abord par les yeux. Le village de Farana se trouvait dans la région forestière de Guinée, pas sur les hauts plateaux, pas sur la côte, mais dans cette zone intérieure où la forêt s'étendait jusqu'aux routes, où les matins étaient plus frais qu'à Conakry et où le rythme de vie avait son propre rythme, différent de celui de la ville. C'était un village de fermiers et de commerçants, dont la structure sociale était restée pratiquement inchangée depuis des générations. On connaissait tous les grands-parents des uns et des autres. Les mariages étaient planifiés des années à l'avance. Dès leur naissance, les enfants étaient comparés les uns aux autres, dans un esprit de compétition propre à une communauté aux ressources limitées pour l'ascension sociale, qui surveillait attentivement ceux qui s'en approchaient. Oumou Kouyaté avait grandi dans ce contexte. Son père, Sékou, était agriculteur. Il cultivait surtout du riz, un peu d'arachide, une culture spécifique propre à quelqu'un qui comprenait la terre qu'on lui avait donnée et qui savait la traiter. Avec patience, il n'avait pas d'ambition au-delà de la ferme et de sa famille. Il était heureux, non pas malheureux, mais véritablement en paix avec sa vie. Sa mère, Ramata, était une femme d'un tempérament plus intrépide. Elle tenait un petit commerce, achetant et vendant au marché régional, qui se tenait tous les jeudis dans le village principal, situé à 6 kilomètres de là. C'était elle qui avait compris que l'argent circulait et que celui qui en comprenait les mouvements pouvait se positionner en conséquence. Oumou avait hérité de la patience de son père et de la compréhension du mouvement de sa mère, et les avait combinés d'une manière particulière que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient pleinement. Ils avaient reconnu que c'était difficile, car une fille possédant ces deux qualités, dans un village de la région forestière de Guinée au début des années 2000, représentait un problème d'un genre particulier. Elle voulait plus que ce qui était disponible. Elle l'a dit. Elle le disait à l'école, où elle était constamment la meilleure élève de sa classe et n'hésitait pas à solliciter ses professeurs pour aller au-delà du programme scolaire. Elle le disait aussi à la maison, où elle posait des questions sur le monde au-delà de Farana, ce qui mettait son père mal à l'aise et rendait sa mère secrètement fière mais ouvertement prudente. Elle l'a dit dans le village, où la pression sociale spécifique exercée sur les filles de son âge portait sur le foyer et le immédiat. Un bon mariage, un bon ménage, la continuité de la structure du village. Elle avait observé la structure du village. Elle respectait les gens qui y vivaient. Elle avait décidé que ce n'était pas là que se trouvait son avenir. Le village a fait ses calculs. Pas d'un coup. Au fil des années, tout au long de son adolescence. Par petites touches, de façon cumulative. Les remarques sur les filles qui se prenaient trop au sérieux, les comparaisons avec d'autres filles déjà fiancées et installées, la façon dont ses ambitions étaient perçues comme une sorte de transgression sociale plutôt que comme une qualité. Il y avait eu un homme, il s'appelait Mamadi.
Il était le fils d'une des familles les plus influentes du village, une famille qui possédait plus de terre que la plupart des autres et qui avait fait construire une véritable maison en béton. Alors que la majorité du village était encore en briques d'argile. Une famille qui jouissait d'une certaine importance locale. Mamadi voulait épouser Oumou. Sa famille le souhaitait aussi. Le village avait compris que c'était la solution adéquate au problème de l'Oumou. La jeune fille qui se prenait trop au sérieux était intégrée à un foyer capable de la contenir, un mariage qui canaliserait son énergie particulière vers des objectifs appropriés. Oumou avait dit non. Le village ne savait pas quoi faire de cela. Le refus catégorique d'une jeune fille de la famille Kouyaté, une famille qui n'était ni importante, ni en position de se permettre d'être particulière, d'épouser un membre de la famille Diallo, avait été perçu comme incompréhensible. Et puis, avant même que l'incompréhension ne puisse se muer en jugement, Oumou était partie. Elle avait terminé ses études secondaires. Elle avait pris le bus pour Conakry. Elle s'était rendue à la gare routière de Farana avec son petit sac, son diplôme et sa détermination. Puis elle était montée dans le bus. Et elle était partie. 20 ans. Durant ces 20 années, elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Elle avait travaillé. D'abord les petits boulots. Les postes de débutants qui exigeaient de la persévérance et permettaient d'acquérir des connaissances. Elle avait appris le fonctionnement du commerce à Conakry, de l'intérieur d'une société commerciale, des coulisses d'une opération logistique, du cœur administratif d'une entreprise de télécommunication. Elle avait aussi étudié, non pas à l'université tout de suite, faute de moyens, mais le soir en suivant des formations à temps partiel. Elle accumulait les qualifications comme sa mère avait bâti son réseau professionnel, une relation à la fois, une connaissance à la fois, la patience de quelqu'un qui savait que la progression lente était la bonne. Elle s'était mariée. Ibrahima était originaire de Kindia, un homme d'une intelligence pratique et d'une chaleur humaine authentique, qui avait rencontré Oumou lors d'une réunion professionnelle et qui avait reconnu, dans la franchise qu'elle portait de son village, quelque chose de rare dans le monde particulier qu'il fréquentait. Ils avaient construit ensemble 3 enfants, 2 filles et un garçon, une maison dans le quartier de Lambani à Conakry, une vie. Elle avait également, 15 ans après avoir quitté Farana, créé sa propre entreprise. L'approvisionnement agricole, un paradoxe particulier pour cette fille de paysan, qui, après avoir quitté son village pour la ville, avait fini par comprendre que le lien entre la production rurale et les marchés urbains correspondaient précisément aux besoins qu'elle avait développés. Elle connaissait le monde rural pour y avoir grandi et celui de la ville qu'elle avait appréhendé au fil de 15 années d'expérience commerciale. L'entreprise s'était développée. Dès sa 20e année, elle fournissait des intrants agricoles aux agriculteurs de 3 régions de Guinée. Elle employait 42 personnes. Elle disposait d'un entrepôt près du port de Conakry et de bureaux régionaux à Kindia et Farana. Elle avait 37 ans. Elle avait accompli sa mission. Ce retour n'avait pas été prévu comme un retour. C'était pratique. Son entreprise travaillait sur un partenariat avec une coopérative agricole rurale située dans la région forestière. La coopérative opérait dans une zone contenant en Farana et les villages environnants. Ce partenariat nécessitait une visite sur place. Elle était la propriétaire de l'entreprise. Elle était partie. Avant même son arrivée, elle savait ce que cette visite impliquerait au-delà du simple cadre professionnel. Elle le savait et avait réfléchi à la manière de gérer la situation, soit en l'annonçant de façon évidente et en abordant directement ses 20 années, soit en l'annonçant à la manière spécifique de quelqu'un qui n'a plus besoin de se faire connaître. Elle avait choisi cette dernière option. Elle n'avait pas prévenu sa famille plus nécessaire. Elle n'avait organisé aucune réunion. Elle était venue accompagnée de 2 collègues pour des raisons professionnelles. Elle était arrivée un jeudi matin. Le point de ralliement de la coopérative était le marché. Le même marché régional où sa mère avait fait du commerce tous les jeudis pendant 20 ans. Elle était arrivée en voiture de l'entreprise.
Elle avait mis le pied sur le marché de Farana. Elle avait consulté le marché, les étals, les commerçants, l'organisation si particulière d'un marché qu'elle connaissait depuis son enfance. Et alors, le marché s'était retourné contre elle. La première personne qu'elle a reconnue était Mariama Diallo, l'épouse de Mamadi, l'homme qu'elle avait refusé. Mariama se tenait devant un étal de tissu. Elle avait levé les yeux à l'arrivée du véhicule. Comme tout le monde, les véhicules étaient un élément remarquable de ce marché, et elle avait vu Oumou en descendre. La reconnaissance avait pris un instant, puis Mariama avait détourné le regard, sans impolitesse, sans hostilité, le regard baissé de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il voit. Elle avait aperçu 3 autres personnes qu'elle connaissait au cours des 10 premières minutes. Une femme qui avait été dans sa classe à l'école, Aïssatou, qui s'était mariée à 16 ans et avait maintenant des enfants adolescents, avait aperçu Oumou, lui avait esquissé un sourire, puis avait détourné le regard. Un homme plus âgé, un ancien voisin, El Hadji Kouyaté, un parent éloigné de son père, qui avait fait partie des voix s'élevant contre son refus des avances de Mamadi, l'avait regardé droit dans les yeux un instant, puis son regard s'était détourné avec cette intention délibérée propre à celui qui choisit de regarder ailleurs. Une femme de l'association du marché dont elle se souvenait vaguement, qui s'était arrêtée à sa vue, puis avait continué à marcher avec l'accélération de quelqu'un qui a changé de direction. Il lui avait fallu 30 minutes pour comprendre le schéma. Personne ne pouvait la regarder directement. Non pas avec l'hostilité de ceux qui désapprouvaient, avec le malaise des personnes qui avaient honte de quelque chose. Elle savait pourquoi. Non pas grâce aux informations recueillies le matin même, mais grâce à la compréhension qui se construit au fil des années, lorsqu'on a grandi quelque part et qu'on en connaît les rythmes. Le village avait calculé qu'elle échouerait. Il s'attendait à ce que la jeune fille, trop sûre d'elle, ait refusé Mamadi et pris le bus pour Conakry, revienne diminuée. C'était l'histoire que le village avait préparée. La jeune fille qui avait vu trop grand et découvert que la ville n'était pas ce qu'elle imaginait, et qui était revenue les mains vides. Elle n'était pas revenue avec moins. Elle était revenue avec une entreprise, 2 collègues, et un véhicule qui avait fait irruption sur le marché comme une déclaration qu'elle n'avait pas voulu faire. Le calcul était erroné, et les personnes qui ont fait un mauvais calcul et qui sont confrontées à la preuve de leur erreur ne regardent pas directement cette preuve. Ils détournent le regard. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. La réunion de la coopérative s'était tenue à la salle communale. Elle avait présenté les modalités du partenariat avec la clarté professionnelle et précise de quelqu'un qui pratique ce genre d'exercice dans de nombreux contextes, et pour qui ci ne différait en rien sur le plan commercial. Son contenu personnel était différent, car assis dans cette salle communautaire se trouvaient des hommes et des femmes qui la connaissaient depuis son enfance, qui avaient connu ses parents, qui l'avaient vu partir, qui avaient fait leurs prédictions. Elle avait présenté les conditions, elle avait répondu aux questions. Elle avait serré des mains. Personne n'avait mentionné les 20 ans. Mais ces 20 années étaient présentes dans chaque pièce de cette salle communautaire, comme une présence non désirée qu'on ne pouvait pas demander de partir. Elle avait rendu visite à ses parents. Son père avait 67 ans. Il avait ralenti comme le font les hommes qui ont travaillé la terre pendant 40 ans, une fatigue bien méritée, non pas une défaite. Le ralentissement de quelqu'un qui a été présent pendant longtemps. Il se tenait devant la porte de leur maison lorsque son véhicule est arrivé. Il avait regardé sa fille, elle avait regardé son père, il était venu la voir. Il l'avait serrée dans ses bras comme un père serre dans ses bras un enfant qui lui a manqué, sans aucune mise en scène, complètement dans l'étreinte spécifique de quelqu'un qui attendait sans savoir à quel point il attendait. Ils avaient reculé, il avait regardé son visage. Il avait dit « Tu as retrouvé ton apparence habituelle ». Elle l'avait parfaitement compris. « Non, tu as l'air d'avoir réussi. Non, tu as l'air d'avoir réussi. Tu as l'air toi-même. »
comme si la crainte précise qu'il nourrissait, que la ville la change au point de la rendre méconnaissable, avait trouvé une réponse. Elle avait bien l'air d'elle-même. En fait, elle ressemblait davantage à elle-même qu'à son départ. Elle avait 17 ans lorsqu'elle est partie et n'était pas encore tout à fait elle-même. Elle avait 37 ans et elle était pleinement elle-même. « Je suis moi-même », avait-elle dit. Il avait hoché la tête. Sa mère n'était pas à la maison à son arrivée. Elle était au marché du jeudi. Bien sûr que oui. Oumou était allée au marché pour la retrouver. Elle avait parcouru le marché de son enfance. Les étals, les voies, l'odeur si particulière des fruits et légumes et des tissus, et la poussière de la saison sèche. Elle l'avait parcouru en tant que propriétaire d'une entreprise fournissant des intrants agricoles à 3 régions. Elle l'avait parcouru en tant que femme que le village attendait vouée à l'échec. Elle avait retrouvé sa mère à son étal. Ramata avait 63 ans. Elle continuait à commercer. Son étal était plus grand qu'auparavant. Elle l'avait agrandi au fil des ans, sa présence le jeudi étant devenue une institution sur ce marché. Elle avait vu sa fille arriver. Elle avait fait quelque chose qu'aucune des autres personnes que Oumou avait rencontrées ce matin-là n'avait fait. Elle avait maintenu son regard, sans détourner le regard, sans baisser les yeux de honte. Elle avait regardé sa fille droit dans les yeux, s'approchant d'elle à travers le marché, et son visage portait l'expression si particulière d'une femme qui a eu raison pendant 20 ans et qui voit enfin se réaliser son intuition. Oumou était arrivée à l'étal. Ramata s'était levée. Elle avait pris le visage de sa fille entre ses mains, comme elle le faisait quand Oumou était enfant. Le geste spécifique d'une mère qui regarde son enfant droit dans les yeux pour s'assurer de bien le voir. Elle avait regardé, puis elle avait dit « Je savais ». Oumou avait dit « Que saviez-vous »?« Tout », avait dit sa mère, « absolument tout ». Elle avait attiré sa fille à elle. L'après-midi, une fois les affaires terminées et ses collègues se reposant avant de reprendre la route, Oumou avait traversé le village à pied. Elle n'avait pas marché rapidement. Elle n'avait pas fait un parcours significatif. Elle marchait à l'endroit même d'où elle venait, ce qui était différent. Elle avait vu Mamadi. Il avait maintenant 42 ans. Il avait épousé Mariama et ils avaient 4 enfants. Il gérait ce qui restait des terres de la famille Diallo, qui avait été divisée entre les frères et qui était désormais plus petite par personne qu'auparavant. Il l'avait vue. Il s'était arrêté. Un long moment s'était écoulé. Il avait dit « Oumou ». Elle avait dit « Mamadi ». Il s'était regardé pendant 20 ans. Il avait dit « Tu as bien fait ». Elle avait regardé cet homme qui avait voulu l'épouser, qui avait contribué à la pression particulière de ces années-là, qui avait représenté, non par cruauté, mais par le simple fait de son existence et des souhaits de sa famille, le plafond qu'elle avait refusé. Elle avait dit « Oui, je l'ai fait ». Une pause. « J'aurais dû », avait-il commencé. « Il n'y a rien qui aurait dû être différent », avait-elle dit, sans méchanceté, sincèrement. Nous faisions tous les deux ce qui nous semblait le plus judicieux pour nos vies. La tienne était ici, la mienne, non. Elle l'avait regardé. « J'espère que la tienne était bien. »« Oui, » avait-il dit. Et elle l'avait cru. Elle avait hoché la tête. Elle avait continué son chemin. Les femmes âgées étaient venues chez ses parents dans la soirée. Pas toutes. 4 des femmes les plus âgées du village, le genre de femmes qui tirent leur autorité sociale non pas d'une position officielle, mais de leur âge, de leur mémoire et du poids particulier de l'expérience. Ils étaient venus. Oumou les avait reçus avec ses parents. Ils avaient parlé du village, des années passées, de différentes personnes et de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Et puis l'une d'entre elles, la plus âgée, une femme nommée Mama Korka, qui était au village depuis avant la naissance des parents d'Oumou, avait dit « Nous avions fait des prédictions à ton sujet. » Oumou l'avait regardé. « Nous ne pensions pas que vous feriez ce que vous avez fait, » avait dit Maman Korka. Non pas pour s'excuser, mais comme un constat énoncé simplement par une femme trop âgée pour feindre. « Je sais, » avait dit Oumou. « Nous avions tort, » avait dit Maman Korka. Oumou était restée silencieuse. « Est-ce important ?» avait-elle demandé. « Que tu saches que tu avais tort. »
La vieille femme l'avait regardé. « Ça compte pour la prochaine fille, » avait-elle dit. « La prochaine fille qui voudra d'y aller. Ce qu'on dit d'elle a de l'importance. On s'est trompé sur toi. On ne devrait pas se tromper sur elle. » Oumou avait regardé cette vieille femme. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que la soirée serait consacrée à la façon dont le village surmonterait sa honte. Elle ne s'attendait pas à ce que le village transforme sa honte en une force tournée vers l'avenir. Elle avait dit « Alors, ne vous trompez pas à son sujet. » Maman Cork avait hoché la tête. « Nous allons essayer, » avait-elle dit. Avant de partir le lendemain matin, elle avait fait une dernière chose. Elle était allée à l'école. Le collège, le même bâtiment qu'elle avait fréquenté, rénové depuis. Il n'y avait pas encore cours. Il était tôt, avant le début des cours. Mais la directrice, une femme nommée Madame Barry, était venue. Oumou s'était présentée. Madame Barry savait qui elle était avant même d'avoir terminé l'introduction. Ils avaient discuté pendant 1 heure. Oumou avait fait une offre. Elle financerait 3 bourses par an pour les élèves de Farana ayant obtenu les meilleurs résultats à leurs examens finaux, afin qu'ils puissent fréquenter un établissement secondaire à Kindia et loger dans une résidence étudiante également prise en charge par la bourse, déconseillée aux garçons, spécifiquement pour les filles. Madame Barry l'avait regardée. « Pourquoi les filles ?» avait-elle demandé. « Parce que ce sont les filles à qui l'on dit que le plafond est plus bas, » avait déclaré Oumou. « Les garçons peuvent trouver leur propre plafond. Les filles ont besoin que quelqu'un leur montre que le plafond n'est pas là où on le leur a dit. » Madame Barry avait regardé cette femme. Elle avait dit « Quand est-ce que ça commence ?»« Cette année, » avait dit Oumou. « La première promotion, 3 filles. Elle avait quitté Farana en voiture le vendredi matin, à travers le marché, en passant devant les étals. En dépassant les gens vacants à leurs occupations du jeudi dans l'endroit où elle avait grandi. Certains d'entre eux avaient levé les yeux au passage du véhicule. Certains d'entre eux avaient de nouveau détourné le regard. Certains d'entre eux avaient affiché et maintenu ce regard particulier des personnes qui reconsidèrent une décision. Elle ne faisait pas attention au regard. Elle surveillait la route devant elle, la route vers Conakry, vers son entreprise, vers ses enfants qui l'attendaient, vers son mari qui lui avait envoyé un SMS à 6 heures du matin pour lui dire que le plus jeune avait demandé quand maman rentrerait. La route à suivre. Son père se tenait au bord de la propriété lorsqu'elle est partie. Elle avait baissé la vitre. Il s'était approché du véhicule. Il l'avait regardée. Il avait prononcé les mots qu'elle portait sur elle depuis le matin où elle était montée dans le bus 20 ans auparavant. Il avait dit « J'aurais dû vous dire alors ce que je sais maintenant. » Elle avait regardé son père. « Qu'est-ce que c'est ?» avait-elle demandé. Il avait regardé la route, le village derrière lui, sa fille dans le véhicule qui venait de Conakry. Il avait dit que vous aviez raison de partir. Oumou avait longuement contemplé son père. Elle avait tendu la main par la fenêtre. Il lui avait pris la main. Ils restèrent ainsi un instant. Puis elle avait dit « Viens à Conakry le mois prochain. Reste 2 semaines. Rencontre comme il se doit avec tes petits-enfants. » Sipsi, il avait hoché la tête. « Je viendrai, » avait-il dit. Elle avait conduit. Il avait regardé jusqu'à ce que le véhicule disparaisse. 3 filles de Farana iraient à l'école à Conakry cette année. Non pas parce que le village avait changé du jour au lendemain, car une femme était revenue et avait montré ce que l'avenir pouvait réserver, et parce qu'une vieille dame avait eu l'honnêteté de dire « Nous nous sommes trompés à votre sujet. Nous ne devons pas nous tromper à propos du prochain. » Et parce qu'un père avait retrouvé 20 ans plus tard les mots qu'il aurait dû dire dès le début. Et parce que Oumou Kouyaté l'avait compris. En traversant ce marché un jeudi matin, alors que tous les regards étaient ailleurs, avait compris clairement et sans amertume que le plafond qu'on lui avait montré était faux, et il l'avait prouvé, et il était revenu pour l'enlever. Pas pour elle-même, elle l'avait déjà dépassé. Pour la prochaine fille. Celle qui était assise en ce moment même dans une salle de classe à Farana, en fin de promotion à qui l'on disait sans un mot que le plafond était là et qu'il était bas.
la bourse lui dirait autre chose, et parfois cela suffit.